Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur Rennes-le-Château. Alors il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de cette affaire, donc la plus connue c'est très certainement l'abbé Saunière bien sûr, qui incarne lui tout seul toute l'affaire. C'est un peu la figure de proue, le haut du spectre dans cette histoire. D'ailleurs c'est de bon ton qu'on écrit un livre ou qu'on fait une petite vidéo, on s'est un peu obligé de mettre la photo de l'abbé Saunière, ça. On hésite toujours entre la photo de l'abbé Saunière ou la tour Magdala, c'est un petit peu le gage de représentativité de l'histoire. Donc du coup j'avais envie de faire plusieurs vidéos sur les différents personnages de Rennes-le-Château et leur rôle dans l'histoire, un petit peu comme la vidéo, si vous avez vu, où je parle du trésor d'Ignace Paris, donc le trésor initial qui sera exploité par Louis XIV et d'autres personnalités ultra connues. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'abbé Boudet, le mystérieux et discret prêtre de Rennes-les-Bains. Et vous allez voir que sa place est très importante dans ce puzzle infernal. Surgit du séminaire de Carcassonne, en fait il était passé pendant quelques mois, 6 mois à Durban, un jeune ecclésiastique qui est un garçon d'une intelligence remarquable, qui s'appelle Henri Boudet, et qui... On retrouve Cône Minervois comme par hasard là voilà, aussi. qui est nommé vicaire à Cône Minervois. Alors il faut savoir que Cône Minervois, c'est une paroisse qui englobe un petit sanctuaire à 2 km ou 1,5 km de Cône Minervois qui s'appelle Notre-Dame-du-Cros. Et il faut savoir que l'aumônier de Notre-Dame-du-Cros, jusqu'en juin, Boudet est nommé au début de l'été 1862, et Mèche est effectivement l'aumônier de Notre-Dame-du-Cros. Ce qui fait que c'est Mèche qui va découvrir Boudet et qui va le présenter à Gasque. Comme c'est un garçon qui est extraordinaire, et qui est passionnant, qui est brillant, qui est intelligent, qui est rempli d'une très haute idée de son sacerdoce, il va le prouver tout au long de sa vie. C'est un garçon, on m'a révélé il y a pas très longtemps, par des gens qui ont connu sa famille, qui en fait s'est décidé à des études de médecine, mais qui a embrasé l'état ecclésiastique suite à une déception amoureuse. Ça c'est assez amusant, puisque c'est quelqu'un qui toute sa vie, en plus de son métier, de sa vocation de prêtre, va aussi soigner les gens. Donc il va laisser un souvenir extraordinaire à tous les gens de sa paroisse, bien plus tard. Donc Boudet se retrouve pendant 2 ans avec Godéric Mèche. Boudet est présenté donc à Gasque. Gasque l'observe, ne dit rien pendant des années. Mèche va mourir en juin 1864. Et là, Gasque comprend que ce jeune Boudet, c'est tout à fait le garçon qu'il lui fallait, et il décide qu'il sera son héritier spirituel. Donc il va tout faire. Il a compris que tant qu'il n'y avait pas un homme à lui, à la cure des Rennes-les-Bains, il ne pourrait pas poursuivre ses recherches suite à l'échec avec l'abbé Henri Vier. Donc il va tout faire pour que ce Henri Boudet soit nommé curé de Rennes-les-Bains. Dès que Boudet est nommé curé de Rennes-les-Bains, Gasque donne sa démission De Notre-Dame de Marseille. d'aumônier de Notre-Dame de Marseille. Et la quête va commencer. Cette quête qui obsède Gasque depuis des années, ils vont pouvoir l'amener sur le terrain avec tous les éléments qu'a Gasque, qu'il a trouvé dans la cache de Notre-Dame de Marseille, et Boudet, sans déroger à son sacerdoce, puisque ce sera un prêtre extraordinaire, puisqu'il va rester 42 ans curé de Rennes-les-Bains, et il laissera un souvenir impérissable, témoin de la plaque en marbre érigée par la municipalité et puis ses anciens paroissiens reconnaissants après sa mort. Boudet va chercher cette première cache et il finira par la trouver. Il va la trouver dans le milieu des années 1880. Malheureusement, c'est une petite rectification que j'apporte à mon livre, puisque j'ai découvert ça bien après, parce que j'ai découvert beaucoup de choses dans le livre de Boudet. Il va découvrir ça au milieu des années 1880, bien après, en fait, 2 ans et demi ou 3 ans après la mort de Gasque. Donc ce malheureux Gasque ne saura jamais ce qu'il y avait exactement dans cette cache de Rennes-les-Bains. Boudet va la trouver. Tu fais référence au livre de Boudet, la vraie langue celtique. Oui, on y arrive. Nous sommes dans les années 1885. Et le livre La vraie langue celtique va sortir très rapidement. Il semblerait que Boudet l'ait commencé avant. Et ça, c'est un point d'interrogation qui me surprend un peu. J'ai mis là aussi pas mal de temps à comprendre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans un système d'hommes d'église, d'évêques, de curés, qui se cooptaient entre eux, qui restaient tout à fait dans les girons de l'église. Riche, hein? Tout à fait. Et on voit Boudet, qui, une fois qu'il a trouvé cette première cache phénoménale,
décide de porter ce secret au grand public. Ça, c'est assez extraordinaire de sa part, puisqu'il va écrire ce livre, ce fameux livre, La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains, qui va publier à compte d'auteur en 1886, sans l'imprimature de Lévichet. Ça, c'est assez extraordinaire. Et en plus, il le fait éditer, il le fait imprimer chez l'imprimeur officiel de l'évêque. Ça, c'est quand même, on dirait qu'il y a eu un pied de nez de la part de Boudet à son autorité ecclésiastique, donc je n'ai pas la réponse. Il fait donc ce livre. Ce livre est un échec. Il est raillé, hein. Oui, tout à fait. Tout le monde se fout de sa gueule, comme on dit là. Oui, moi, Hein, je veux dire, moi, le premier, quand j'ai acheté ce bouquin, qui a été Oui. le premier réédité par... Mais que raconte-t-il en substance dans ce... Mais Boudet était un fameux linguiste. Il était d'abord extraordinaire latiniste, et il avait surtout une licence d'anglais qu'il avait eue au grand séminaire de Carcassonne. Et il était toujours passionné, on sait, par un écrivain qui est Patrick Mancior, qui faisait partie de certaines sociétés linguistiques, notamment à Paris. Donc ça prouve qu'il avait un certain niveau dans ce domaine. Et il veut prouver que l'anglais moderne est à la base de toutes les langues antiques, et il se lance dans un bouquin qui est complètement qui est irréel, quoi, qui est extraordinaire, quoi. Il copie de façon éhontée des pages d'auteur. C'est un ramassis de tout ce qu'on veut bien. Il y mêle des notions ecclésiastiques qui sont certaines, avec des suppositions qui sont éhontées, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça, ça donne un livre curieux. Mais Voilà. quelle est l'intention de Boudet en écrivant ce bouquin? L'intention de Boudet, c'était... Parce qu'il a oublié d'être con. Ah ouais, non, ça c'était un homme qui était extraordinairement intelligent. Et puis je peux vous dire, plus on étudie ce qu'il a fait, plus on s'en aperçoit. Et on est encore à des années d'avoir compris tout ce qu'il a voulu nous expliquer. Le message de Boudet, c'est qu'il a voulu que son secret ne se perde pas, donc il va coder dans son livre l'histoire des deux caches de ce trésor. Et il va donner les moyens d'y arriver. Puisque dans son livre, on sait maintenant que tout y est. Donc moi j'ai révélé dans mon livre le codage qui permet d'arriver à Notre-Dame de Marseille. Je me suis amusé à révéler un codage de surface sur certains alignements, sur certaines petites choses qui sont dans le bouquin. Mais ça c'est ce que j'appellerais qu'un codage de surface. Parce qu'il existe un autre codage qui est extraordinaire et qui permet d'arriver à la première cache de la région de Rennes-les-Bains. Est-ce que Boudet trouve une solution à cette énigme? Oui, bien sûr. Boudet a trouvé, oui. 10 ans de travail apparemment? Un peu plus. Un peu plus. Une douzaine d'années en étant sur le terrain. Je vois que nous avons les mêmes informations, Franck Oui, Defosse. tout à fait, oui. Oui. Ouais. Une douzaine d'années. Je sais la date exacte que je ne communiquerai pas de sa découverte. D'accord. Parce qu'il a une façon de la donner dans son livre. Et si je la donnais, je serais obligé de révéler un certain codage. C'est un travail extraordinaire, la vraie langue celtique. C'est une composition qui va superposer, mais c'est tout à fait dans la manière de Boudet, qui va superposer deux codages différents pour amener à deux endroits différents. Mais quelle idée d'aller prendre la préhistoire et le celtique? Parce qu'il en avait besoin. Quand on comprend, le bouquin est extrêmement bien fait. Ce qui, de première lecture et de premier abord, paraît être l'œuvre d'un fou, est en fait un travail extraordinaire. Et le souci de Boudet, c'est qu'il voulait que ce bouquin ne se perde pas et reste dans certaines bibliothèques. C'est pour ça qu'il a choisi un sujet ardu. Il est clair que s'il avait fait un roman de gare, il y a longtemps que tout aurait disparu. Mais le problème, c'est que c'est un flop. Et il en est d'ailleurs meurtri. Il a des meurtris. On se demande quand même, on a certains de ses courriers, on se demande s'il fait pas exprès un peu de rallumer de l'eau sur le feu. C'est la question que je me posais. Tout à fait. N'est-il pas intentionné dans le fait d'avoir écrit comme il a écrit? Il se prend avec certaines personnes, ce n'est pas du tout dans son caractère, puisqu'il a un caractère extrêmement effacé, un caractère d'une haute intelligence, mais plutôt introverti. Et il fait, au contraire, on dirait que dans certains courriers, il fait exprès d'en remettre un peu, de rallumer l'huile sur le feu. En fait, je crois qu'il veut créer la polémique pour que ce livre reste dans les mémoires. Mais ça ne marche pas. Et sur ces entrefaites, arrive dans son coin un pauvre curé, en 1885, dont on a déjà parlé, que tout le monde connaît, qui est Béranger Saunière, qui se désole d'avoir son église complètement, c'est Notre-Dame des Courants d'Air, qui est en ruine, tout est à refaire et tout. Et il a l'idée, Boudet, d'une façon géniale, a l'idée de transformer l'église de Béranger Saunière, il le lui propose. Ils font un arrangement qui, bien sûr, va rester secret, c'est-à-dire que Boudet va financer Béranger Saunière à partir de 1886. Il va financer la restauration complète de son église, mais à condition que personne n'en sache rien. Mais c'est Boudet qui va rester le maître d'œuvre des transformations et de la décoration de cette église. Et chose extraordinaire, Boudet
avec une intelligence fabuleuse, donc dans mon livre je me suis attelé à donner certains exemples qui sont incontestables, va transformer l'église de Sonnières c'est le livre d'images de la vraie langue celtique. Et on va retrouver à l'intérieur les mêmes messages. Et là, nous sommes dans les années, ça commence en 1886, mais Boudet, chose étonnante, fin 1890, début 1891, stoppe tout. Ça, c'est étonnant. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que Boudet se méfiait un peu de Sonnières, et que surtout des événements extraordinaires vont arriver au sanctuaire de Notre-Dame de Marseille. Béranger Sonnières, qui est-il quand il rencontre Boudet? Béranger Sonnières, c'est un enfant du pays qui est né à une encablure de là, Montazel, petit village qui est en vis-à-vis de Rennes-le-Château. C'est un garçon qui vient d'une famille relativement aisée, comme Boudet d'ailleurs. Il faut surtout pas croire ce qu'a raconté Gérard de Seine. Son père était maire du village, gérant de la minoterie, il s'occupait des affaires du seigneur du coin. C'est une famille relativement aisée, et qui a embrasé l'état ecclésiastique, et qui donc qui a suivi le cursus habituel, qui est sorti du séminaire de Carcassonne. C'est un meneur d'hommes, c'est plus un aventurier qu'un curé de campagne, mais bon, la promotion sociale de cette époque-là faisait que, d'abord, il fallait savoir que ceux qui partaient au séminaire étaient rémunérés, donc c'était quand même une bonne chose, ça comptait pour les vocations de beaucoup, à l'époque. Et il deviendra curé, donc, de Rennes-le-Château en 1885, le 1er juillet 1885. Et il va tout faire, il va se passionner pour son église, ce qui prouve qu'il était bien imbu de son sacerdoce. Et c'est la rencontre avec il faut savoir qu'à l'époque, c'est un truc important parce qu'on risque d'en reparler pour une certaine affaire qui a défrayé la chronique quelques années plus tard. L'église avait eu l'intelligence de pas laisser des prêtres tout seuls dans des coins de campagne comme ça. Et l'église avait organisé. Un diocèse était organisé en doyenneté. C'est-à-dire que, par exemple, le canton de Couzaille, il y avait un curé doyen, il y avait un curé qui avait une certaine autorité, et tous les prêtres qui étaient dans le coin, qui dirigeaient des paroisses dans le coin, pour pas les laisser tout seuls, ils avaient obligation de se retrouver une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ils mangeaient tous ensemble. Ça leur permettait de garder un lien, et ça leur permettait surtout d'affronter ensemble tous les problèmes du quotidien, parce que c'est vrai qu'il était hors de question de laisser les hommes tout seuls face à de telles responsabilités. Donc ça leur permettait, ils étaient habitués de fonctionner comme ça. Et c'est sûrement à cette occasion que Béranger Sonnières a fait la connaissance d'Henri Boudet. Et entre-temps, la serre, qui connaissait très bien Godéric Mèche, et qui avait très bien connu Godéric Mèche, et surtout Henri Gasque, savait que ces chanoines, ces aumôniers d'Entre-Dame de Marseille, avaient eu à leurs moyens des moyens financiers extraordinaires. Et il apprend par Béranger Sonnières qu'un curé du coin, Henri Boudet, qu'il connaît d'ailleurs, Henri Boudet dépense beaucoup d'argent pour Sonnières, pour restaurer l'église de Rennes-le-Château. Or, il sait très bien que Boudet a été l'élève d'Henri Gasque et a travaillé avec Godéric Mèche, et il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en rapport, que tous ces flux d'argent ne peuvent être qu'en rapport avec Notre-Dame de Marseille. Il va donc essayer, mais il ne sait pas comment s'y prendre, parce que Boudet, c'est une personnalité quand même importante, mais il se souvient que Boudet, dans les années 1886, a écrit un bouquin curieux, incompréhensible, et il a l'idée d'écrire un livre. L'histoire du pèlerinage de Notre-Dame de Marseille. Or, quand on relit ce livre, ce n'est ni plus ni moins qu'un SOS de la serre à l'encontre d'Henri Boudet. D'ailleurs, il lui brosse pas mal de compliments, il parle du génial curé de Rennes-les-Bains, dans un livre extraordinaire, et tout ce à quoi, il est vrai, l'abbé Boudet, curé de Rennes-les-Bains, n'était pas habitué après la sortie d'un livre, puisque tout le monde l'avait cisaillé. Et là, il y a quelqu'un qui l'encense, et surtout fait plus curieux. Bon, enfin, j'explique ça dans mon livre, il y a beaucoup plus d'autres choses, bien sûr, dans ce livre. Chose curieuse, il reproduit in extenso le jugement du tribunal de Limoux. Parce qu'en fait, le but de la serre, c'était que Boudet prenne conscience du risque que courait Notre-Dame de Marseille. Tribunal civil, hein. Tribunal civil, tout à fait. Précision. Voilà. Et donc, il va faire porter son livre, l'historique de Notre-Dame de Marseille, il va le faire reporter à Sonnières en 1891. C'est le but, c'est la cause, c'est la raison de l'inscription Mission 1891 que vous retrouvez dans les jardins, d'ailleurs ça c'est anecdotique, du curé Sonnières quand il aura terminé la décoration de son église. En fait, il a été missionné par la serre pour amener ce livre à Boudet. Boudet, qui comprenait quand même bien les choses, qui comprend que Notre-Dame de Marseille est en danger, ne peut faire autrement, ne serait-ce que par respect pour ses maîtres spirituels qui sont morts, Mèche qu'il a découvert,
et Gasque qui l'a formé et qui l'a instruit, il ne peut que révéler le secret de la crypte de Notre-Dame de Marseille, mais il ne va parler que de Notre-Dame de Marseille. Et non de... Et non de la première cache de Rennes. Il est évident qu'il avait fait le ménage dans la crypte, qu'il n'avait plus aucun document compromettant ni rien du tout, mais par contre il devait rester beaucoup de choses, au niveau pécuniaire, s'entend. Et il va faire cadeau de cette cache à l'abbé Joseph Théodore de la Serre, qui lui s'entend avec Monseigneur Billard, et il décide donc de racheter Notre-Dame de Marseille. Alors le problème, c'est que Monseigneur Billard, qui était quand même un personnage assez énigmatique, mais très souvent qui était un peu, comme on dit maintenant, borderline, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à franchir la ligne jaune. De la légalité, hein. Tout à fait. Oui. Comprend que s'il veut pouvoir exploiter ce qui se trouve sous Notre-Dame de Marseille, il ne faut pas que ce soit l'évêché de Carcassonne qui achète, mais il faut qu'il l'achète à son propre privé nom. Et tout va bien jusque la première anicroche, c'est la mort de l'abbé Lasserre, qui va décéder en février 1897. Il faut savoir que l'abbé Lasserre, c'était la caution morale un peu du trio pour Boudet. Puisque l'abbé Lasserre était le descendant de celui qui avait sauvé Notre-Dame de Marseille, c'était un érudit, c'est quelqu'un qui avait écrit des livres, donc il était un peu l'égal de Boudet, et ils étaient surtout très amis avec Boudet, puisque j'ai découvert qu'en fait, c'est un aïeul aussi, mais on en reparlera, c'est un aïeul de Boudet qui avait sauvé Notre-Dame du Crau à la Révolution. Ce que le dénommé François Lasserre avait fait pour Notre-Dame de Marseille, en le sauvant de la destruction, en l'achetant comme bien national, il y avait un Antoine Boudet qui a fait exactement pareil pour Notre-Dame du Crau. Donc on comprend très bien que le jour où Godéric Mèche, en 1862, voit arriver un jeune prêtre qui s'appelle Boudet et qui est l'arrière-arrière-petit-neveu de celui qui a sauvé Notre-Dame du Crau, il ne peut l'accueillir qu'à bras ouverts. Et donc, on voit que dès que l'abbé Lasserre disparaît, En février 1897. voilà, février 1897, il y a un flottement. Ça se passe pas très bien, puisqu'il faut trouver un successeur. Je pense que Boudet s'oppose à ce que... Parce que Saunière, il faut savoir que Saunière, d'après ce que j'ai pu recomposer, lui, n'a jamais su que c'était sous Notre-Dame de Marseille. La preuve, c'est que dans certains de ses carnets, quand il décide de reprendre le trafic de mer, je vais vous expliquer pourquoi bien plus tard, il écrit à Notre-Dame de Marseille pour avoir des messes, c'est surréaliste, quoi. Ça prouve qu'il ne savait pas que ça venait sous Notre-Dame de Marseille. L'abbé Saunière allait à Allais-les-Bains, allait chercher les valises qu'avait ramenées Lasserre, il les ramenait à Allais, et lui, après, il partait dans une quelconque direction qu'on lui avait indiquée. Et qu'y avait-il dans ces valises Il y avait plein d'objets précieux, il y avait sûrement des pierres précieuses, il y avait beaucoup de choses, tout ce qui peut constituer un trésor. L'histoire se répète de temps à autre dans les valises. Bien sûr. Ah, les valises, c'est fait pour ça. Et il les prenait où, ces trésors, ces objets précieux? Sous Notre-Dame de Marseille. L'abbé Lasserre descendait sous Notre-Dame de Marseille, il les amenait à sa cure, Béranger Saunière venait les chercher, et c'est ce qui explique que Béranger Saunière, dans sa cure, à Rennes-les-Bains, puisqu'il ne pouvait rien cacher dans le presbytère, avait construit un bureau sur la source, enfin la fontaine, le réservoir de Rennes-le-Château. Et c'est ce qui explique que malheureusement, qu'en 1895, quand il y a eu un incendie, il avait refusé d'ouvrir sa porte, enfin il n'était pas là, donc ils ont été obligés de casser sa porte pour rentrer dans ce bureau, parce qu'on pense qu'il est évident que Saunière devait cacher là, en attendant de faire un voyage, il cachait les objets précieux dans ce bureau, puisque le presbytère étant ouvert à tout le monde, et en plus il y recevait la famille de Marie Desnarnaud, sa servante y vivait, il ne pouvait pas cacher les objets précieux dans le presbytère, donc il avait construit ce bureau à cet effet. Il semblerait que le domaine ait été prévu depuis les années 1892 et 1893, et contrairement à ce qu'ont écrit certains auteurs, Béranger Saunière se serait préoccupé dès cette époque de racheter, depuis 93, c'est-à-dire depuis qu'il a été mis dans l'association, enfin dans la combine, de racheter certains terrains, mais ça va arriver un peu plus tard, c'est-à-dire c'est les années 1897, 1898, 1899. Il va racheter petit à petit tout le haut du village, et il va commencer la construction de son domaine. Donc, on pense, je pensais, mais bon, ça aussi, comment dire, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas tous les éléments encore. Donc moi, je veux bien donner certaines pistes, mais elles ne sont pas pour le moment vérifiées. Je pensais dans un premier jet que c'était Monseigneur Billard qui avait laissé une forte somme d'argent à Saunière en remerciement, mais comme il se méfiait du personnage, parce que bon, entre-temps il y avait eu quand même beaucoup de choses qui s'étaient passées, il était hors de question de lui laisser d'un seul coup tout cet argent. Donc il avait laissé cet argent à une sorte d'exécuteur testamentaire, et quand Saunière avait besoin, il venait chercher l'argent. Et le domaine s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, il apparaît très très bien que le domaine se fait sans aucun souci financier. Et le seul souci financier, c'est que je pense que Saunière a été utilisé.
Il a été utilisé, on y a fait construire ce domaine. Ce qui est étonnant, c'est que dans tous les papiers de Saunière, on ne retrouve aucun plan du domaine. Donc on peut penser que les plans, c'est quelqu'un d'autre qui les avait. Je crois qu'il faudrait chercher du côté de Caminade, qui était l'architecte. Surtout pas du côté d'Aillebotte, parce que certains l'ont fait, il n'était que l'entrepreneur. Et ce n'est pas lui qui avait la maîtrise de l'architecture du domaine, puisque ce domaine répond quand même à semblerait répondre à certains critères très précis. Et quand il a besoin, il vient chercher, on le paye. Mais c'est par 10 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs. Ça lui permet de ne pas faire des excès dans sa vie de tous les jours, et ça lui permet de financer le domaine. Par contre, dès que le domaine est terminé, tout s'arrête. Et nous sommes en 1905. Oui. L'abbé Boudet meurt pendant la guerre de 14 et 18. Il meurt le 15 mars 1915. Il meurt dans sa belle famille, c'est-à-dire dans la famille en fait de l'épouse de son frère, qui était mort quelques années avant, Edmond Boudet, qui était notaire à Axat, et il meurt dans les bras de l'épouse de la veuve de son frère, qui s'appelle Céleste Boudet. Or, Céleste Boudet, nous sommes en pleine guerre de 14, souvenons-nous, c'est très important. Céleste Boudet avait un neveu qui s'appelait Émile Sorel, qu'elle chérissait et qui était au front. Donc, comme à l'époque, ils tombaient tous comme des mouches, c'est vrai qu'elle se faisait le plus grand souci pour son neveu. Et Boudet, à sa mort, il est tout seul, donc, avec Céleste Boudet, avec sa belle-sœur, va lui faire certaines révélations. Céleste Boudet, de suite après l'enterrement de son beau-frère, de l'abbé Boudet, va à l'évêché de Carcassonne, elle force la porte de l'évêque, de Monseigneur de Beauséjour, et elle lui semblerait qu'elle lui met un marché en main, elle lui demande d'intervenir auprès de l'autorité militaire pour que son neveu, Émile Sorel, soit rappelé du front. Et chose extraordinaire, mais là on a toute la chronologie, on a tout vérifié, ça je peux vous dire que c'est authentique, c'est une histoire fabuleuse. Chose extraordinaire, 8 jours après, Émile Sorel revient du front et il est muté à la surveillance d'une usine hydroélectrique à 3 km d'Axat, c'est-à-dire chez lui, qui n'intéresse personne et qui ne fonctionne même pas. Ça va devenir un des plus beaux planqués de la guerre de 14. Donc, ça lui sauve la vie, bien entendu, parce que la plupart, vous savez, dans les tranchées, ils sont restés. Et ce qui est fabuleux, c'est que quelques années plus tard, Émile Sorel, qui avait repris l'exploitation de l'hôtel de ses parents, l'hôtel Labat Sorel à Axat, puis il l'avait transformé en épicerie, avait une affaire florissante et tout, décide, pour des arrangements familiaux, sa tante était toute seule, elle décide de lui vendre sa maison, elle lui vend sa maison 60 000 francs. 60 000 francs de l'époque, c'est l'équivalent d'à peu près entre j'allais dire, 120 150 000 euros de maintenant, donc quand même une belle somme. Et à l'époque, on payait ça en beaux billets de banque, puisque le chéquier n'avait pas cours comme maintenant. Et elle vend cette maison à son neveu, et un jour, son neveu lui dit, mais attends, tantine, tu vas pas garder cet argent, c'est toi au fond de la commode, il faut que moi j'ai un coffre à l'hôtel, on va mettre cet argent dans le coffre et tout. Il dit, non mais ta tante, il dit, attends, l'argent, il entend que je l'ai plus, je l'ai donné à l'abbé Boyer, qui est curé d'Axat. Comment? Que tu as donné? Mais attends, mais t'es folle. Donc, Émile Sorel va trouver le prêtre d'Axat, violente discussion, il paraît que même ça a été plus que violent. Et dans l'Algarade, encore quand je dis l'Algarade, je suis gentil, parce qu'il semblerait qu'il soit passé autre chose, parce qu'il semblerait qu'ils en soient même venus aux mains. L'abbé Boyer lui avoue que s'il est vivant, il doit sa vie sauve à l'église. Et il lui raconte l'histoire de Céleste Boudet, qui est allé faire chanter l'évêque de Carcassonne, ce que lui a révélé Céleste Boudet en confession. Ça, c'est déjà surprenant, parce que c'est quand même un prêtre qui trahit le secret de la confession. Et donc, lui, il s'est considéré comme le réel récipiendaire de la dette de Céleste Boudet, c'est-à-dire qu'il a fait donner l'argent de la maison de Céleste Boudet à l'église. En fait, il s'est gardé pour lui. Donc, il a pris cet argent, et le plus fort, c'est qu'au lendemain de cette algarade, Émile Sorel va demander des explications. Alors ça, écoutez bien, parce que ça va vous rappeler une autre histoire, c'est assez marrant quand même. Au lendemain de cette algarade, il va trouver sa tante qui lui explique et qui lui confirme effectivement tout. L'abbé Boyer disparaît sans laisser de traces. C'est-à-dire qu'il plie son sac du jour au lendemain. Bien sûr, il n'oublie pas de mettre les billets de la tante Boudet au fond du sac. Et il disparaît, et on n'a plus jamais eu affaire à l'abbé Boyer dans la région. Plus personne ne l'a jamais revu. Il a été porté disparu. Ça, c'est déjà une belle histoire. Mais cette histoire va surtout initier une autre histoire. C'est-à-dire que Monseigneur de Beauséjour, qui était loin d'être un imbécile, je peux vous dire, et qui était un évêque extraordinaire, et qui était issu d'une famille très rigoriste, et qui a remis de l'ordre dans l'évêché de Carcassonne,
il a commencé à être un peu énervé par tous ces prêtres de cette région-là. Alors c'est vrai qu'il a retrouvé, il savait qu'il y avait eu un mort, qu'il y en avait un qui avait été tué, Gélis. Boudé, bon, alors celui-là on l'y amène, ça se passe mal, on le fait chanter, il est obligé de céder, donc ça prouve que quand même Boudé avait de part devant lui certaines informations ou certains renseignements qui ont fait piller l'évêché de Carcassonne. Et ensuite, c'est Béranger Saunière qui meurt 2 ans après, en 1917. Mais bon, nous sommes pendant la guerre de 14. Il a quand même d'autres chats à fouetter. Mais par contre, chose étonnante, et ça, j'ai appris ça par une vieille dame du coin, mais je ne révélerai pas le nom de cet ecclésiastique, parce qu'elle m'a demandé de pas le faire, mais c'est pour vous expliquer la chronologie de ce qui s'est passé. Vous allez voir que c'est assez marrant. Un jour, va sortir du séminaire un jeune prêtre qui est loin d'être idiot, qui est issu d'une belle famille du pays, donc très honorablement connu, et qui surtout, nous sommes dans les années 1925-1930, et qui a été l'enfant de cœur de Boudé. Donc, Monseigneur de Beauséjour comprend de suite quel parti il peut tirer de cet élément, et il va se l'attacher comme secrétaire particulier de suite, dès qu'il sort du séminaire. Et tous les papiers, toutes les archives, qu'ont pu avoir tous les prêtres de la région qui ont touché de près ou de loin à cette histoire. Donc c'est ce prêtre qui va recueillir la plupart des archives de Boudé, il va recueillir les archives de Gélis, il va faire un petit tour par Notre-Dame de Marseille, et où on va lui remettre beaucoup de choses, puisqu'il faut savoir que les lazaristes ont quitté Notre-Dame de Marseille en 1905, et sont revenus à cause de la loi de séparation de l'Église de l'État, dont vous avez entendu parler bien sûr, et ils sont revenus dans les années 1920. Et alors, ce qui est marrant, c'est de voir que c'est à partir de 1905 que Béranger Saunière va avoir des ennuis d'argent. Puisque c'est fin 1905 qu'il ne pourra pas honorer la facture de son ébéniste qui a fait la bibliothèque de la Tour. C'est les premières anicroches dans la vie financière de Béranger Saunière. Il ne peut pas honorer une facture, c'est la première fois que ça y arrive. Ça prouve qu'à partir de 1905, il y a eu une coupure. Bon, ceci étant dit, ce brave prêtre du diocèse de Carcassonne fait le tour, et il ramène tout un dossier qui est fabuleux, parce qu'à l'intérieur, il y a surtout ce que j'appelle moi le fonds Boudé, et à l'intérieur de ce fonds Boudé, il y a bien sûr tous les documents que Gasc a laissés à Boudé. Donc dedans, vous avez les parchemins, vous avez le décryptage des parchemins, où il y a bergère, pas de tentation, etc. Vous avez des textes comme le serpent rouge, vous avez plein de choses et d'autres, et ce fonds de documents, eh bien, écoutez, il va s'endormir dans un coin de l'évêché de Carcassonne, parce qu'en 1930, Monseigneur de Beauséjour meurt, son successeur, qui a d'autres chats à fouetter, il s'intéresse pas vraiment, il n'est même pas au courant de cette histoire de curé farceur de l'Aude. Donc, ça va dormir dans une certaine armoire métallique de l'évêché. Mais dans les années 1950, ce brave ecclésiastique, qui entre-temps a fait une carrière assez sympathique, comme ecclésiastique, va se réveiller un peu, comme il s'était passionné pour cette affaire, il va reprendre contact avec le propriétaire du domaine de Saunière, qui est Noël Corbu, qui a racheté un viager à la fin des années 1940, c'est-à-dire en 46, enfin, le domaine de Saunière, à Marie Desnarnaud, sa servante, qui avait été sa légataire universelle. Et ils vont sympathiser, et on verra très souvent d'ailleurs cet ecclésiastique monter au domaine de Rennes-le-Château, et on verra très souvent Noël Corbu aller lui rendre visite à l'évêché de Carcassonne. Et cet ecclésiastique va, 20 ans après, puisque nous sommes dans les années 55 par là, même 53, puisqu'on a un texte qui date de 1953, va se prendre d'amitié pour Noël Corbu, et comme bon, il a beaucoup d'obligations du fait de sa vie sacerdotale ecclésiastique, il va un jour considérer que le dossier qu'il a entre les mains, qui sont les archives de Boudé, de quelques ecclésiastiques du coin, mais fait principalement de Boudé, sont en fait, le vrai héritier de ces archives est en fait Noël Corbu, puisqu'il habite le domaine de Saunière, il se passionne pour Saunière et tout, et cet ecclésiastique pense qu'il y a quelque chose à Rennes-le-Château, mais il sait pas vraiment quoi, il sait pas si c'est une histoire au trésor et tout, donc il va lui remettre tous ces documents. Mais qu'est-ce qui lui prend de crypter les statues, les bâtiments, la tour Magdala, etc. Saunière, de par lui-même, n'a rien crypté. Il n'a rien crypté. L'église a été cryptée par Boudé d'une façon extrêmement intelligente. Boudé reprend les travaux de l'église à partir du moment où la parenthèse de Notre-Dame de Marseille est refermée. Donc il reprend et il termine la décoration de l'église de Saunière. Et on voit donc dans les papiers, dans le bon de commande de Giscard, apparaître tout le nom des statues, et on voit notamment Saint-Antoine, qui est présenté comme le deuxième patron de la commune, de la paroisse, de l'église. La première patronne étant bien sûr Marie-Madeleine. Or ça, c'est totalement faux.
Saint-Antoine-Ermite n'a jamais été le patron de la paroisse. Mais il apparaît que c'était un code entre Giscard et Boudet, puisque Boudet devait superviser bien sûr toutes les factures et toutes les commandes, et c'était pour attirer l'attention de Boudet sur le fait que Giscard allait bien prendre en compte les desiderata de la commande de Boudet, et allait fabriquer un Saint-Antoine tout à fait spécifique. Une commande spéciale. Boudet, à son habitude, a fait très simplement. Il a pris ce qui existait, il a pris le catalogue de Giscard, il a demandé certaines modifications qui sont minimes. Sur le chemin de croix, par exemple, on sait lesquelles c'est. Puisqu'on a eu la chance de découvrir, on sait qu'il existe un chemin de croix qui est antérieur, qui reprend exactement les mêmes motifs, puisque dans le catalogue de Giscard, on choisissait le chemin de croix, on choisissait l'entourage et tout. Alors, ce qui est intéressant pour terminer, on va parler après des parchemins, dans le cryptage de la 14e chemin du chemin de croix de Rennes-le-Château, c'est que d'abord, on y retrouve deux choses à l'intérieur. Les deux personnages, on retrouve le personnage des bergers d'Arcadie, ce qui prouve que Boudet connaissait le tableau de Poussin, et on retrouve un Saint-Antoine-Ermite, c'est les deux personnages qui portent le Christ, donc qui portent le trésor, donc ça prouve que Boudet connaissait un certain tableau de David Teniers le Jeune. Là, Boudet est en train de nous expliquer que Poussin et Teniers vont nous faire retrouver la première cache du trésor de Rennes. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est le secret que livrent les parchemins, qui ont sûrement été créés par Gasque, son maître à penser. Donc ça prouve que que Boudet avait connaissance des parchemins. On revient à la langue celtique, ça c'est un truc qui m'a beaucoup amusé, parce que le Némeide explique le IHS du poteau de Rennes-le-Château dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il faut savoir que le Némeide, avec un H à la fin, on le trouve uniquement dans cette page, avec 5 fois la même faute orthographe, c'est-à-dire un H à la fin. Il faut savoir que Boudet l'utilise très couramment dans son livre, et c'est la seule fois où on le trouve à la page 25 avec la même faute orthographe 5 fois. Or, il faut se souvenir que Boudet est un fin latiniste avec une licence d'anglais. Donc si on prend Némeide et qu'on l'écrit, on s'aperçoit que la première partie du Némeide, si on enlève le i qui est au milieu, c'est l'anagramme de men, c'est-à-dire les hommes en anglais, et eid, si on enlève la lettre du milieu, il reste dei en latin, qui sont les hommes de Dieu. Ça veut dire que Némeide, c'est l'anagramme des hommes de Dieu, c'est-à-dire c'est l'anagramme de François Fouquet et Nicolas Pavillon, qui sont les évêques du XVIIe siècle, qui ont codé et qui ont créé la cache Notre-Dame de Marseille. Ce qui veut dire que chaque fois, dans le livre de la vraie langue celtique, que Boudet utilisera le Némeide, en fait, il fera référence à la deuxième cache de la vraie langue celtique. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on garde les lettres supplémentaires, on s'aperçoit qu'il reste un I, un H, et le H qui a utilisé 5 fois de trop. Ce qui donne IH5, comme en calligraphie, le 5 et le S sont similaires, on retrouve le IHS, qui est sur le panneau, sur le pilier, qui soutient le tympan de l'église de Rennes-le-Château, et qui a été laissé intentionnellement par Boudet parce qu'il l'avait compris. Et je me suis aperçu, lors de mes recherches, qu'on retrouvait ce IHS, en fait, c'était un jeu de pistes en 5 jalons, qui partait de la cache de Blaise d'Aupoul. Le premier jalon étant la cache de Blaise d'Aupoul, le deuxième jalon étant à la capitale, la seigneurie, c'est-à-dire Rennes-le-Château. Le troisième jalon, c'est-à-dire à Serres, où il y avait le château de Serres qui a suivi. On a retrouvé ça. J'ai retrouvé ça et je publie les photos à mon livre. Ce sont toujours les mêmes IHS. Le quatrième jalon est à aller au-dessus de la tombe de Monseigneur Pavillon, ce que j'ai aussi dit. Et le 5e, chose extraordinaire, se trouve dans la sacristie de Notre-Dame de Marseille, au-dessus de la porte de la première sacristie construite par François Fouquet. Et il est entouré, c'est là que c'est magnifique, il est entouré dans une sphère, entouré par des feuilles d'acanthe, entouré de 5 étoiles de part et d'autre, ce qui veut dire qu'on peut, grâce à ce IHS, aller indifféremment de l'une cache à l'autre dans les deux sens. Et il est surtout, on comprend pourquoi il a été calligraphié et gravé partout avec un H de façon étirée, d'une façon qui est peu orthodoxe, puisque dessous, il comporte un cœur enflammé. Et ce cœur enflammé, c'est bien sûr le signe représentatif iconographique de Saint-Augustin, et c'est ce cœur enflammé, qui nous faisait aller sur Notre-Dame de Marseille, au tableau de Saint-Augustin qui donne l'entrée de la crypte. Voilà le jeu de pistes mis au point par Pavillon dans les années 1670, et que j'ai eu le bonheur de retrouver. Ah oui, cette carte, elle est extrêmement importante dans l'histoire, ça c'est clair. Le problème de cette carte, la seule chose que je peux vous révéler, c'est que dans l'état actuel des choses, elle est inexploitable. Elle est inexploitable pour le commun des chercheurs de Rennes-le-Château, pour la bonne raison que son échelle nous est inconnue. Pourtant, ce que je peux dire, c'est que Boudet révèle cette échelle dans son livre, et révèle le mode d'emploi de cette carte. Et je peux vous dire que ceux qui ont compris ça, ils doivent être extrêmement peu nombreux,
ont une certaine approche du paradis. Imaginez-vous un prêtre de la haute vallée de l'Aude, appelé Henri Boudet. Alors je vais vous donner quelque chose qui surprend tous les gens quand je leur dis. Est-ce que vous savez que l'abbé Henri Boudet n'a jamais quitté le département de l'Aude de toute sa vie? Il n'a jamais quitté l'Aude. C'est quand même fabuleux. Ça nous paraît, nous, extraordinaire. C'est-à-dire il est toujours resté, il est né à Quillan, il est parti à Carcassonne faire ses études, il a été vicaire, et puis prêtre de 2 paroisses, et puis il est mort en Axat, il n'a pas quitté le département. Donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à la tête d'un secret fabuleux, et il avait besoin de coder ce secret, parce qu'il s'est retrouvé imprégné il avait certaines responsabilités par rapport aux gens qui viendraient après lui, il a donc voulu coder un message, et il l'a fait avec les moyens qui étaient les siens de l'époque. Et je trouve qu'il a fait ça de façon extraordinaire. L'abbé Boudet était quelqu'un d'une intelligence remarquable. Bon, maintenant, on sait par rapport à certaines anecdotes de sa vie que Boudet avait une intelligence, théorique remarquable, mais au niveau pratique, dans la vie de tous les jours, il était un peu gauche. C'est ce qui pose le problème pour cerner ce personnage. Mais il n'empêche qu'il a fait avec ce qu'il a pu, avec des errements, avec des erreurs. Moi, je considère que son livre, La Langue celtique, est une erreur. Il a fait une erreur. Ça n'engage que moi, bien évidemment, mais cette erreur, on le voit, c'est quelqu'un de très intelligent, il va la rectifier de suite en codant le truc, parce qu'il a cru qu'en amenant cette histoire, en amenant ce codage dans le public, il allait pouvoir déclencher quelque chose, il allait pouvoir laisser un message qui était cohérent, et ça n'a pas marché. Mais par contre, il était pour lui beaucoup plus facile de coder une église, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, il y aurait un prêtre. Bon, il pouvait pas non plus imaginer que les églises allaient se vider, mais il était clair dans son esprit qu'un jour ou l'autre, il y avait un prêtre desservant de cette église qui allait déceler le message et qu'elle allait décoder. Mais là aussi, il n'a fait que reprendre le message de ses maîtres. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Mèche, 170 ans après la mort de Pavillon, de Haupoul et de trucs, avait dans son église découvert, décelé et puis compris le message du tableau de Rennes-les-Bains. Donc de Notre-Dame de Marseille, pardon. Donc lui, Boudet, à partir de sa petite paroisse de Rennes-les-Bains, il a essayé de construire un message, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Et il a eu une intelligence remarquable, il a eu l'intelligence de comprendre que quand il a vu comment se passait la situation, quand il a vu que Saunière faisait un peu n'importe quoi, il l'a encouragé. Et quelque part, parce qu'on est en train de découvrir ça, c'est lui qui par en dessous a financé la construction du domaine de Saunière. Parce que quand il a vu que Saunière ne faisait que j'allais dire un gros mot, mais bon, on me le pardonnera peut-être, enfin disons que des bêtises, quand il a vu que Saunière allait attirer l'attention sur lui, il a dit Banco, je vais l'utiliser, mais il faut qu'il attire encore plus l'attention sur lui, parce que les gens vont comprendre qu'il s'est passé quelque chose C'est vrai que c'était intelligent de penser qu'à partir du moment où un prêtre dépensait des fortunes dans un petit village de l'Aude, ça allait attirer l'attention sur lui, et un jour ou l'autre, ça allait attirer l'attention sur le cryptage de son église. Et ça a marché. C'est grâce à ça que nous sommes tous aujourd'hui à tourner autour de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château et tout. Donc ça dénote une intelligence extraordinaire. Mais c'est une intelligence théorique. Et ça, c'est difficile à traduire, mais c'est remarquable dans l'esprit du 19e siècle, parce que ça date de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il n'y a aucune société secrète, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Bon, c'est vrai que moi, j'ai eu des mails rigolos quand j'ai commencé à parler sur Internet, où il y a 3 ou 4 fois le prieuré de Sion, mais ils se connaissaient même pas entre eux, qui me réclamaient le trésor, parce que bon, ils savaient plus trop où ils l'ont mis, ils l'ont perdu, mais enfin, comme il est à eux, ils me disaient, il fallait que je le rende. Bon, ça m'a fait hurler de rire, j'ai été menacé de toutes sortes de déboires, de trucs et tout, vous pensez que ça m'a fait, vous avez compris ce que ça m'a fait, quoi. Mais ça, c'est amusant, mais si vous voulez, je suis toujours étonné que les gens, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe, ils préfèrent se réfugier dans des explications alambiquées de sociétés secrètes et tout. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune société secrète là-dedans. Ce sont des prêtres, ce sont des hommes avec leurs doutes, leurs certitudes, leur naïveté, je le redis encore. Et puis, il y en a qui ont été plus malins que d'autres, il y en a qui se sont fait rouler, il y en a d'autres qui ont profité de la situation. Quelqu'un comme Béranger Saunière a profité de la situation, mais je suis persuadé que s'il avait été un petit peu plus malin, on dirait dans notre époque un petit peu plus réglo, il aurait pu obtenir beaucoup plus. Parce qu'il s'est comporté comme un chien fou dans un jeu de quilles. C'est pour ça que Boudet lui a barré le passage dès 1890-1895. Il est évident qu'avec l'histoire du pillage des tombes de 1895, ça met Boudet en colère. Quand arrive l'assassinat de Gélis, attendez, maintenant c'est terminé. Pour Saunière, c'est terminé. Ce ne sera qu'un deuxième couteau. C'est un porteur de valise, il restera comme ça. Mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Il aurait pu avoir un destin encore plus fabuleux que ce qu'il a eu. Mais bon, il n'était pas fait pour ça. Lasserre l'avait très bien jugé
comme un type qui avait du courage, qui était volontaire, qui était roublard, qui était capable de se débrouiller dans n'importe quelle situation, qui était capable de convoyer des objets précieux à l'autre bout du pays. Mais après, rien de plus. Rien de plus. On l'a utilisé pour ceux qui savaient faire. Voilà. Et voilà, fin de la vidéo. J'espère que, comme d'habitude, vous avez appris 2-3 petites choses sur ce mystérieux et effacé et discret abbé Boudet, Henri de son prénom, donc paix à son âme, en compagnie de Franck Dafos, l'excellentissime Franck Dafos. Donc l'abbé Boudet, un personnage essentiel, puisque c'est lui qui mettra un petit peu le pied à l'étrier à l'abbé Saunière, et qui financera, qui codera l'église de Rennes-le-Château. Donc voilà, c'était très important de passer par lui, et il y en a plein d'autres. Donc la prochaine fois, on parlera de l'abbé Gélis, et cette affaire de meurtre. On ira voir aussi un petit peu cette discrète Marie Desnarnaud, dont certains, attention rumeurs, suppositions, dont certains disent qu'elle serait la fille de l'abbé Saunière, d'où le legs du domaine, et d'autres qui privilégient la thèse relation amoureuse. Donc ça fait un peu tâche pour un curé à l'époque. Donc on va voir un petit peu tout ça. Voilà, petit teasing pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur à vous et à vos proches. Merci d'être passé sur la chaîne, vous y êtes les bienvenus. Revenez quand vous voulez. Salut, salut.